je suis Nicolas et bienvenue sur Raisin d'être, le podcast de Vini Daily. Je vous partage mes rencontres avec les personnes qui font le monde du vin aujourd'hui, qui en parlent avec beaucoup de passion, mais sans prétention. Aujourd'hui, Vini Daily, c'est aussi et surtout un club de vin qui vous permet d'avoir accès à des cuvées de grands et petits vignerons entre -20 et -25% des 9,90 par mois. Pour le retrouver, rendez-vous sur le site club.vinidaily.com ou sur notre application. Mais tout de suite, place à notre invité. Bonjour, bienvenue sur Raisin d'être. Aujourd'hui, j'ai un invité un peu spécial, notamment par son parcours, Yvan Massona. Donc, pour commencer, je vais te laisser tout simplement te présenter, comme l'ensemble des invités ici. Bonjour Nicolas, merci de m'avoir invité. Donc, je m'appelle Yvan Massona. Ma particularité, s'il y en a une, c'est que je suis devenu vigneron alors que rien me prédestinait vraiment, notamment par rapport à ma carrière professionnelle précédente. Je suis vraiment devenu vigneron par passion. Cependant, c'est quand même lié à mon histoire personnelle et à mon enfance notamment. Moi, j'ai grandi au milieu de vignes. J'ai vécu jusqu'à 18 ans dans un village de 300 habitants en Savoie. Et mon grand-père, qui vivait dans ce village et que j'aimais beaucoup, faisait les vignes de la famille. Alors, il n'était pas vigneron, mais comme c'était finalement l'usage, il y a encore pas si longtemps en France, eh bien voilà, la famille avait quelques vignes, et puis il y avait le vin qui était fait pour la famille. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai jamais goûté son vin, que j'ai pas bu de vin avant l'âge de, on va dire, 20 ou 25 ans. Par contre, quand je m'y suis mis, là, je veux dire, c'est instantanément, c'est devenu ma grande passion. Et notamment parce que, bon, d'une part, j'aimais le produit, mais surtout, j'ai voulu assez vite, et ça a guidé toute ma vie d'adulte, en fait, j'ai voulu aller voir les vignerons. Et plus je passais de temps avec eux, dans leur cave, à certains moments clés, au moment des vendanges, avec ces odeurs de fermentation, etc., plus finalement, ça ramenait en moi des mémoires olfactives, notamment, et puis des mémoires tout court, c'est-à-dire pour moi, gamin, le week-end des vendanges, on faisait ça en famille, c'était le plus beau week-end de l'année. Donc voilà, bref, à l'âge adulte, c'est devenu ma grande passion. Et alors justement, si je suis désolé de te couper, mais c'est quoi le déclencheur un petit peu de la passion? C'est une dégustation particulière? T'as quelque chose en tête? Ou c'est au fur et à mesure? Pas du tout, c'est au fur et à mesure, mais comme je l'ai dit, assez vite. C'est-à-dire, et je suis pas allé voir mes amis cavistes, j'en ai maintenant, mais je dirais, je suis pas allé voir de ce côté-là. J'ai beaucoup lu, et je suis tout de suite allé voir les vignerons. D'accord. Alors moi, il y a une région qui me plaisait plus que tout, et à l'époque, alors tu es très jeune, donc toi ça va te paraître une évidence ce que je veux dire, mais à l'époque où moi je m'y suis intéressé, c'était pas du tout la région star, c'était la Bourgogne. D'accord. En fait, cette région, elle me plaisait beaucoup parce que j'ai un goût pour les vins plutôt, on va dire, septentrionaux, typiquement monocépage et certainement sur la finesse. Et les vins de Bourgogne me plaisaient énormément. À l'époque, les grands vins, entre guillemets, c'était les Bordeaux. Mais moi, je me suis intéressé. On est en quelle année là, du coup, pour On est fin des années 90. Ok, oui, donc la star, c'est Bordeaux. Ah oui, carrément. Bourgogne, c'est les vins de geeks, et les fans de Bordeaux te disent, mais ça vieillit pas ton Bourgogne, c'est pas vraiment du vin, quoi. Ouais. Bref, moi, c'est la région qui me plaisait le plus. À l'époque, elle était franchement beaucoup plus accessible à tous les sens du terme qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai pu aller rencontrer des vignerons, leur poser des questions. Je dis souvent que j'ai tout appris un verre à la main, c'est-à-dire que je suis un autodidacte, et c'est vrai que j'ai posé des questions. Et au début, des questions très bêtes, et puis sur 20, quasiment 30 ans, oui, les questions s'affinent un petit peu, et puis on passe de plus en plus de temps avec eux, etc. Donc c'est sur ce chemin-là que j'ai formé mon palais d'abord, mais surtout, je dirais, ma vision du vin. Et on parlera bien sûr de mes projets dans la Loire, mais en fait, ça correspond à une vision assez simple qu'on a tendance à appeler les vins de lieu. Moi, ce que j'aime, c'est d'exprimer un lieu à travers un cépage. Ok. Donc j'ai l'impression que c'est des rencontres un peu humaines aussi. Tu parles de vignerons tout de suite. Absolument. Donc c'est des personnes que tu as rencontrées qui ont marqué un peu ton parcours. Tu peux nous citer 2-3 noms des personnes qui t'ont vraiment marqué, peut-être avec qui tu es toujours en relation aujourd'hui? Il y en a eu beaucoup sur mon parcours. La difficulté, c'est qu'à chaque fois, les gens ne veulent pas trop en nommer. Parce non, je peux en nommer un qui est un bon copain, avec qui en plus on a un projet ensemble. C'est Thibault Liger-Belair en Bourgogne, qui est vraiment une des personnes qui m'a inspiré. J'ai eu la chance de le connaître au tout début de son installation. D'accord. Et voilà, ça fait partie des gens aussi qui partagent un certain nombre de valeurs, je pense, avec moi. Voilà, mais je suis aussi très pote avec des gens comme Philippe Pacalet, qui sont dans un autre univers, mais qui m'ont aussi beaucoup appris, beaucoup inspiré, etc., etc.
hein, Okay. et pas forcément des grands noms, hein. Il y a aussi des vignerons beaucoup plus simples avec lesquels j'ai appris aussi encore une fois, c'est un métier extrêmement ancien, extrêmement noble à mes yeux, mais aussi extrêmement simple. Et en fait, le plus on rencontre de gens, le plus quelque part on se fait une idée précise de ce métier. Alors moi, pour être clair, c'est pas un monde que j'idéalisais, hein. Il y a beaucoup de gens qui rêvent de devenir vigneron, mais qui ont une petite tendance à idéaliser ce monde-là. Oui, parce que c'est un métier difficile. Ah oui. Non seulement c'est un métier difficile, mais si en plus on veut en faire, entre guillemets, une carrière, c'est-à-dire faire une entreprise qui fonctionne, c'est-à-dire faire du vin, c'est déjà difficile. Faire un grand vin, c'est encore plus dur. Mais c'est pas la fin de l'histoire. Ensuite, il faut que ce vin soit reconnu, Oui, bien sûr. qu'il existe, que les gens sachent qu'il existe. Et après, il faut qu'il soit vendu. Et tout ça, c'est beaucoup de complexités qui souvent sont un peu sous-estimées par des gens qui ont mon profil. Moi, en tout cas, je sous-estimais pas du tout ça. Oui, tu avais déjà bien pris en conscience de l'ensemble des enjeux que ça représentait d'être vigneron. Oui, tout à fait. Et alors, pour être clair, moi, je peux peut-être parler de mon parcours professionnel aussi, parce que ça, encore une fois, maintenant je suis vigneron à 100% depuis un petit moment, mais ça s'est fait sur une vie professionnelle. Moi j'ai eu 2 vies avant de devenir vigneron. Moi j'ai fait des études ingénieur télécom, et j'ai eu une première partie, alors on est à la station F aujourd'hui, une première partie de ma vie dans la tech. Alors on était à la fin des années 90, donc ce qu'on a appelé la première bulle Internet, qui, comme toutes les bulles, a fini par exploser. Mais j'ai quand même connu cette époque de révolution technologique avec les technologies Internet qui ont maintenant vraiment chamboulé nos vies. Et puis, je suis tombé, alors pas tout à fait par hasard, mais mine de rien, c'était pas vraiment prévu, dans un monde qui m'a passionné, qui est celui de l'investissement, via le capital risque, en fait. D'accord. Et puis, j'y ai passé, en fait, plus de 20 ans de ma vie dans un des plus grands fonds d'investissement européens, hein, qui s'appelle PAI. Et donc voilà, j'ai adoré cette deuxième vie professionnelle qui avait rien à voir avec la première, et surtout pour laquelle j'étais pas du tout prédestiné. Mais je l'ai adoré. C'est un métier qui est là aussi très noble, très long terme, où on rachète des entreprises, on les développe, etc. Oui, parce que c'est contrairement peut-être au capital risque sur des startups, c'est du private equity, ce qu'on appelle. Exactement, c'est ça. exactement. Et donc ça se joue aussi sur des relations avec de la confiance, c'est souvent des familles, Ah oui, ça j'ai coutume de dire que c'est pas du tout un métier de chiffre, c'est un métier d'homme. C'est-à-dire comme beaucoup de métiers, mais celui-là est pas différent. Il s'agit de comprendre en fait ce qui fait une belle trajectoire d'entreprise, et en tant qu'actionnaire majoritaire, puisque nous l'idée c'était de racheter le contrôle de ces entreprises, d'arriver à créer la meilleure équipe possible au sein de ces entreprises pour que dans son secteur, cette entreprise devienne vraiment le champion qu'elle pourrait être, mais que souvent le propriétaire précédent n'a pas optimisé. Hein, ça arrive assez souvent. Et donc voilà, bon, bref, c'est un métier pour lequel je me suis passionné, mais en parallèle de ce métier, qui était très enrichissant, on va dire, à tous les sens du terme, j'avais cette passion qui me nourrissait sur mon temps libre. Alors bien sûr, je suis allé bien au-delà de la Bourgogne, et puis je me suis intéressé à tout plein de vignobles, mais toujours dans cette idée que le vin était vraiment quelque chose de... une dimension civilisationnelle dans le vin, culturelle, humaniste, qui m'a toujours touché. Et j'ai jamais pris le vin, je pense, par le petit bout de la lorgnette, hein, en tant que produit, boisson, alcoolisé. J'ai toujours vu ça comme quelque chose de beaucoup plus culturel. Et donc ça m'a accompagné toute ma vie d'adulte. Et puis... Tu as fait des vendanges un petit peu, souvent, pas forcément. Ah oui, le plus souvent possible. Ouais. Donc en fait c'était pas juste un week-end par-ci par-là, il y avait une vraie implication, on va dire. Non, bien sûr. Et puis voilà, ma bibliothèque est remplie de bouquins sur le vin. Je suis abonné à tout ce qui peut exister comme revue, jusqu'au plus ésotérique. Beaucoup de nos voyages en famille, mine de rien, ils n'étaient jamais trop loin d'un vignoble. Bon bref, ça a été ma grande passion, au point qu'à un moment donné, alors qu'encore une fois, j'étais très épanoui dans ma vie, je me suis dit, voilà, quelque part, jamais 2 sans 3. C'est-à-dire, je suis passé d'un secteur à l'autre. Ouais. Mais finalement, pourquoi faire ça jusqu'à la fin de mes jours? Finalement, le vin me plaît. Pourquoi pas rêver un jour d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de devenir vigneron, mais encore une fois, pas à la retraite, en mode, voilà, je savoure la vie. Mon domaine, j'ai plus vraiment besoin... Enfin, il tourne, voilà. mais c'est une activité... Voilà, c'est pas ça qui m'attirait. Ce qui m'attirait, c'était de le faire, en fait, en pleine force de l'âge, entre guillemets.
Donc il y a une dizaine d'années, j'étais au début de ma quarantaine. Je me suis dit, c'était pas une crise, mais je me suis dit sérieusement, en fait, ce serait pas complètement fou parce que j'aurais les moyens de vivre ce rêve. Et si j'essayais de créer les conditions pour que ça se réalise. Et je suis parti comme ça il y a une dizaine d'années avec cette idée. Alors je suis quelqu'un d'assez posé, donc je suis pas parti bille en tête, hein, mais par contre je suis quelqu'un d'assez déterminé. Donc en fait, j'avais cette espèce d'objectif long terme, et puis je dirais sur une dizaine d'années ça s'est construit. D'accord, oui, c'est un long chemin, Oui. une réflexion enfin, on va dire une décision qui était prise, mais le chemin était assez long. J'ai une envie. Ça correspondait à une envie au départ. Et puis au fur et à mesure, c'est devenu quelque chose de concret. Et au bout d'un moment, c'est devenu un projet. Alors on peut accélérer un petit peu l'histoire. Ouais. C'est-à-dire qu'on est, donc il y a une dizaine d'années. Il faut que je dise qu'il y a presque 20 ans, avec ma famille, on décide d'acheter une maison de campagne et on choisit la Loire. On n'a pas de voiture à Paris, donc à l'époque, on se dit qu'est-ce qui est le plus proche en TGV de Paris et qui est avec un climat plutôt sympa. Tout de suite, on arrive à identifier la Touraine. Bref, le hasard. Pas mal de Parisiens au final, mais. Oui. Mais donc, le fait est qu'on achète une maison vers Chinon, une maison de campagne, et qu'on adore. Nos enfants à l'époque sont très jeunes, et donc voilà, on y passe beaucoup de temps. C'est que du plaisir, une maison de campagne. Encore un hasard, pleine région viticole. Exactement, c'est vraiment un hasard. Vraiment un hasard. Également une région de belles pierres, enfin un lieu de culture. Enfin bref, on tombe un petit peu amoureux de la Touraine. Okay. Et donc, ça explique que quand je commence à réfléchir à mon projet de reconversion, entre guillemets, s'il y a bien une question que je ne me pose pas, c'est la région dans laquelle j'ai envie de le faire. C'est la Loire, mais comme une évidence. D'accord. C'est comme tous les grands passionnés de vin, je sais depuis 20 ou 30 ans que la Loire est un gisement de pépites absolument infini, en rouge et en blanc, avec ces deux grands monocépages que sont le Cabernet Franc et le Chenin. Donc pour quelqu'un qui est amoureux des vins de lieu et a fortiori quelqu'un qui est amoureux de la Bourgogne, la Loire ça parle énormément parce que c'est une des régions avec la Bourgogne qui a la plus ancienne histoire viticole, je pense qu'on en reparlera. Oui, donc ce qui est sûr c'est que je me pose pas la question de la région. Si jamais un jour je vais jusqu'à réaliser mon rêve, devenir vigneron, ce sera dans la Loire. Et ensuite la question c'était où, quand, comment. Et là aussi il y a eu des choses plus ou moins évidentes sur mon parcours. À Chinon, il y avait un domaine qui était en vente depuis assez longtemps, que beaucoup de gens essayaient d'acheter, et moi-même, on était en 2015, donc là je commençais vraiment à être sérieux, je dirais, à regarder sérieusement ce sujet, et j'ai passé 1 an sur la reprise de ce domaine, et je m'y suis projeté, j'en ai rêvé, je me suis dit, waouh, c'est génial, et puis ça s'est pas fait. Donc, pour tout plein de raisons, ça s'est pas fait. Peut-être la famille n'était pas complètement prête, peut-être que moi, j'étais pas complètement prêt. Le fait est que ça s'est pas fait. Et donc, j'ai refermé ce dossier. Je me suis dit, si c'est pas ce domaine, ce sera pas Chinon. Si c'est pas Chinon, ce sera pas les Rouges. Ok. Donc, ce sera le Chenin. Et un détail intéressant. Anecdote. Quand je parlais de mon projet qui était assez flou, mais l'idée de créer un domaine sur des grands terroirs de Loire, quand je parlais de mon projet sur les Rouges à mes amis vignerons, ils m'écoutaient poliment. Ah oui, des grands rouges dans la Loire, oui. Dès que je leur parlais de Chenin, c'était autre chose. Leurs yeux s'ouvraient. Ils étaient là, mais c'est génial, le Chenin, c'est fabuleux, etc. Donc je me suis dit, c'est peut-être pas bête quand même de s'intéresser aux Blancs. et donc voilà, et c'est comme ça qu'en 2016, je dis, ok, maintenant ce sera le Chenin. Où sont les grands terroirs de Chenin ? Évidemment, je les connaissais comme tout le monde. Vouvray, Montlouis, Saumur. Il y avait une partie que je connaissais un peu moins, je l'avoue, autour d'Angers. Alors, je connaissais les grandes appellations, Savenière, Quart-de-Chaume, mais objectivement, ce n'est pas une région dans laquelle j'avais passé beaucoup de temps. Et qui ne sont pas des appellations dont on parle beaucoup et tous les jours. Pour une raison assez simple, enfin, tout plein de raisons, mais une des raisons, c'est qu'elles sont toutes petites, c'est des micro-appellations de Chenin. Et en fait, très très vite, je me dis, bon sang, mais c'est bien sûr, la seule région où en fait, ça peut être intéressant pour mon projet de regarder en profondeur, c'est cette région. Alors cette région, on l'appelle l'Anjou noir. J'expliquerai tout à l'heure la différence entre l'Anjou noir et l'Anjou blanc. Avec plaisir. C'est une question de géologie. En l'occurrence, on est sur les schistes autour d'Angers. Mais cette région m'a paru vraiment fascinante. Alors tout de suite, et je me suis dit, c'est là que je vais chercher et que je vais creuser, parce qu'en fait,
je voulais, entre guillemets, avoir des grands terroirs. Mais ça, c'est facile à dire, c'est très difficile à faire. Et les appellations, entre guillemets, qui marchent bien, jamais les grands terroirs sont vendus, entre guillemets, à l'extérieur. C'est-à-dire, ils sont vendus au sein d'une famille, dans le meilleur des cas, à un voisin, mais certainement pas à quelqu'un qui vient d'une autre planète comme moi. Donc, et d'ailleurs, et de facto, quand on cherche, à l'époque, je me souviens très bien, je me dis, je vais quand même regarder, Vouvray, Montlouis, Saumur, etc. Entre guillemets, il n'y avait rien à vendre. Et quand je regardais l'Anjou Noir, c'était juste l'inverse en fait. La raison, elle est toute simple, c'est qu'en fait, la région qu'on appelle Anjou Noir, c'est l'épicentre des grands liquoreux de Loire. C'est là où il y a beaucoup d'appellations de vins liquoreux. On en parlera d'ailleurs, tout à l'heure on en goûtera un. En fait, on a des conditions idéales pour le botrytis. Et on a des appellations comme Coteaux du Lion, Chaume, Quart de Chaume, Bonzo, Savenière, qui était historiquement une appellation moelleuse aussi. Donc bref, cette région-là, pour des raisons évidentes de marché, en fait, ça fait une vingtaine d'années au moins, en fait, qu'elle a un peu du mal. Et donc, il y avait beaucoup de propriétés qui étaient en vente. J'en revenais pas d'ailleurs. Quand j'ai appelé le premier intermédiaire qui m'a dit, bon, en Anjou, j'ai 3 domaines à vendre. Ah oui. Et puis le deuxième, il me dit, bah moi j'en ai 4. Et puis après, j'ai passé un petit peu de temps. Donc je prenais des jours de vacances, puis j'allais arranger. Puis je rencontrais un vigneron, un deuxième, puis il me disait, il faut aller voir un tel, il va vendre. Et puis un tel, ses enfants, ils reprennent pas. Et en fait, ça, pour le coup, ça m'a vraiment fasciné. Je me suis dit, waouh, peut-être que dans le lot, non seulement j'aurai la chance de choisir, mais en plus, il y aura peut-être des choses qui ne devraient pas être en vente. C'est-à-dire des grands terroirs qui ne devraient pas être en vente, mais qui le sont parce qu'ils sont emmenés quelque part par cette vague anti-sucre qui déferle quand même sur la planète depuis une bonne vingtaine d'années. Et donc c'est comme ça que, en 2016, je me dis, voilà, ce sera l'Anjou Noir. Je vais découvrir cette région, à force de rencontres, à force de lectures. Je vais comprendre réellement le potentiel de cette région. Et je vais attendre de trouver quelque chose d'exceptionnel. Donc je regarde, on va dire, une dizaine de dossiers, dont 5-6 vraiment en profondeur, qui sont tous d'ailleurs vendus par la suite. Et puis voilà. Et puis un jour, on est en février 2018, donc il s'est passé presque 2 ans. Après 2 ans, là pour le coup, je fais une rencontre décisive, qui n'était pas vraiment prévue en fait. C'est un des vignerons du coin qui était président de l'appellation Anjou Blanc, Patrick Baudouin, qui me dit, à l'époque on se voyait, si vous voulez, vous pouvez aller voir Jo Piton. On était sur le salon des vins de Loire, parce que il a essayé de transmettre à ses enfants, puis ça s'est pas fait pour tout plein de raisons. Et en fait, il va vendre son domaine. Wow. Et voilà. Et Jo Piton, alors. Ouais, qui avait déjà une réputation. Oui, il a fait partie. Alors, on reparlera de l'histoire viticole de l'Anjou, mais on verra qu'il y a eu une génération de pionniers. Il en a fait partie. Et bien sûr, c'était quelque part, pour moi, c'était un peu une légende. Je l'avais jamais rencontré. Et donc, je me dis, super, bien sûr, je vais aller le rencontrer. et c'est marrant. Enfin, la vie est ainsi faite. Je vais le rencontrer en sachant pas trop à quoi attendre. On est le lundi soir du Salon des Vins de Loire, ça se passe bien, et Jo me dit en fin de rendez-vous, il me dit, écoute, si ça t'intéresse, demain matin, donc le salon réouvre, tu viens voir les vignes. J'accepte, sans trop réfléchir. Qui refuse. Voilà, pourquoi refuser. Mais le lendemain matin, dans ma petite voiture de loc, à 8h du mat, il neigeait ce matin-là, je me dis, bon, il est bien gentil ce Jo Piton, mais je vais peut-être rater mon train de retour à Paris parce qu'il neige. Des vignes, ça fait quand même 2 ans que j'en vois en Anjou, c'est bon, j'en connais, bon, ok. J'y vais vraiment sans attente, en me disant, voilà. Et sauf qu'il me donne rendez-vous à un endroit très précis, qui s'appelle le Coteau des Treilles, qui est son grand œuvre, en fait, qui est un terroir que j'avais jamais vu. Je savais que ça existait, j'avais goûté, mais il m'emmène au pied de cette montagne. Il s'agit d'une montagne, on parle de coteaux qui font de 30 à 70%. Ah oui, quand même. Donc voilà, pour le savoir que je suis, il y a un petit choc visuel. Ça existe ici, quoi. Ça existe dans la Loire, absolument. Et surtout, il me raconte l'histoire de ce coteau. Alors, on pourrait quasiment passer un podcast à parler des treilles. Je vais le résumer. Ça se confond quasiment avec l'histoire de l'Anjou, puisque c'est un des coteaux qui avait été abandonné. On parlera de la viticulture angevine et on va dire de ses vicissitudes au XXe siècle. Celui-ci, comme beaucoup de coteaux, ont été abandonnés, trop difficiles à cultiver. À un moment où la viticulture était très productiviste. Et lui est parti avec l'idée un peu folle dans les années 90 de replanter un peu de vigne sur ce terroir-là. Il avait des vieilles cartes postales du siècle précédent où c'était en vigne. Il s'est dit, tiens, on va remettre des vignes. Et en fait, lui et sa femme se sont passionnés pour le projet. Ils ont racheté 70 parcelles
à 25 propriétaires. Ça leur a pris 3 ans rien que pour faire ça. Ensuite, ils ont défriché, replanté, il y a maintenant 23 ans, du chenin sur une parcelle qu'ils ont remembrée, qui est une parcelle assez longue, comme ça, sur un coteau plein sud, qui s'appelle les Treilles, et qui avait été cultivée de temps immémoriaux, hein, puisqu'ils ont retrouvé des cabanes, des murs, des escaliers. C'est vraiment une parcelle qui a été cultivée en vigne je dirais, à la Deuxième Guerre mondiale. Oui, jusqu'au moment où on est passé sur la production intense. Exactement. Et ce qui était aussi fascinant sur l'histoire des Treilles, c'est qu'on est sur un coteau plein sud, on est sur un microclimat méditerranéen qui avait été identifié par les botanistes dès le XVIIIe et qui a été étudié pendant 2 siècles, et aujourd'hui qui est sanctuarisé au sein d'une réserve naturelle. Donc les vignes, il y a 2,7 hectares de vignes, sont à l'intérieur d'une réserve de 25 hectares qui est sanctuarisée, sur laquelle les scientifiques ont dénombré 2200 espèces vivantes, en gardant à l'esprit qu'il n'y a jamais eu la moindre trace de chimie. Hein. Comme c'était abandonné au moment où la chimie arrivait, en fait, il n'y a jamais eu la moindre trace de chimie. Donc bref, je me retrouve devant ce coteau, et là, pour le coup, j'irai au-delà de la relation humaine qui s'est établie instantanément entre Joe et moi, puisqu'il avait envie de transmettre à quelqu'un d'aussi passionné, peut-être aussi d'aussi fou que lui, et moi qui avais probablement besoin aussi que quelqu'un un peu me donne la main pour cette transformation professionnelle. Là, pour le coup, dans ma petite voiture de location, quand je suis reparti, je me suis dit, ok, tu arrêtes de chercher, le point de départ, déjà, ce sera en Anjou que tu vas t'installer, sachant qu'on est à 1h30 de ma maison de campagne de Chinon, donc c'est quand même une grosse décision. Ce sera en Anjou. Les Treilles, évidemment, ce sera notre joyau. Et ensuite, c'est là où la phase de préparation a été si importante, c'est qu'en fait, dans la période de 6 mois qui s'en est suivie, non seulement j'ai travaillé avec Joe à construire le projet, recruter l'équipe, j'ai pris que des jeunes, une dizaine de personnes, changer tout le matériel pour pouvoir, dès le millésime 2018, travailler de manière correcte. En parallèle de ça, je me dis, voilà, quels autres terroirs je pourrais assembler. Joe, il avait 9 hectares de vignes. Donc il y avait les Treilles qui étaient le joyau, en face le Clos des Bonnes Blanches qui était un de ces terroirs mythiques aussi. C'était très bien. Les autres parcelles, je dirais, elles étaient normales. C'est des parcelles qu'on trouve comme dans tous les domaines d'Anjou. Qui ont de l'intérêt du coup à faire une cuvée, on va dire, un peu plus généraliste. Voilà. Et puis moi j'étais quand même dans l'idée de créer quelque chose d'un petit peu exceptionnel. Alors, je me dis qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à ça. Et il y a 2 choses qui se sont passées, encore une fois, c'est en 6 mois de temps. Il n'y a pas d'autre manière de l'appeler qu'un alignement des planètes. Sur Savenière, j'ai pu reprendre des vignes. Savenière, c'est une toute petite appellation sur laquelle il n'y avait jamais de vignes à vendre. J'ai pu en reprendre 2. Une, je dirais, sur un Savenière classique, sur le plateau au sommet du village. Et une autre tout à fait exceptionnelle qui s'appelle le Clos des Ruchères, qui est au pied de la Roche-aux-Moines, qui est un des sous-terroirs de Savenière, si vous voulez, qui est vraiment exceptionnel. Et ça, c'est notamment fait grâce à la relation avec Joe Piton, tu penses? Parce que non, tu dis que alors pour le coup, c'est vraiment l'alignement des planètes. Il y a eu une situation familiale au moment où donc moi j'étais prêt, j'étais en discussion avec les notaires, la SAFER, etc. Et tout ça s'est passé au moment où moi j'aurais pu en rêver, mais ça s'est fait. Et puis l'autre chose qui s'est passée, et là c'est quelqu'un pour le coup que je connaissais depuis 2 ans, c'est une autre famille sur une autre appellation toute petite et prestigieuse qui s'appelle Quart de Chaume. Avec laquelle j'ai réussi à m'entendre au printemps 2018, sachant que cette famille, historiquement, était propriétaire de la moitié de l'appellation Quart de Chaume, qui avait vendu progressivement et avait gardé autour de leur maison 10 hectares d'un seul tenant, sur une appellation qui en fait 40. Ils avaient gardé 10 hectares qu'ils avaient mis en vente parce que les enfants ne voulaient pas reprendre. C'était en vente depuis, on va dire, une dizaine d'années. Personne ne voulait acheter ça. Donc c'est là où il faut bien comprendre aussi la chance qu'on a eue rétrospectivement, c'est-à-dire c'est de s'intéresser après une longue période où les gens s'étaient dit mais en fait ça n'intéressera plus jamais personne les terroirs de liquoreux. Alors que ces terroirs de Quart de Chaume, moi je les ai vus comme des terroirs exceptionnels parce que je me suis dit déjà c'est extraordinaire de pouvoir avoir 10 hectares d'un seul tenant sur une appellation qui a une histoire aussi ancienne. L'histoire de Quart de Chaume, on fait une petite digression. Ça s'appelle Quart de Chaume, parce qu'il y a un petit village qui s'appelle Chaume, sur une petite colline qui surplombe le Layon, qui est exposée plein sud. Il y avait des vignes, et on peut dire qu'il y a 1000 ans, au XIe siècle, il y avait déjà du chenin. Ça appartenait à l'époque à l'abbaye du Ronceret, qui est une abbaye à Angers. Et en fait, l'abbesse, puisque c'est une abbaye féminine, l'abbesse se faisait payer, comme c'était l'usage au Moyen-Âge, par le meilleur quart de la récolte. Donc en fait, il y a une parcelle qui est la plus belle, milieu de coteau, plein sud, qui s'appelle l'Écart, et qui a donné le nom à l'appellation. Ce qui est amusant, c'est que des parcelles qui s'appellent l'Écart, il y en a partout en France.
Les plus geeks de nos auditeurs connaissent peut-être les cartes des Bread Brothers dans le Mâconnais. Mais il y a également Pierre Ménard en Anjou qui fait les cartes de Noël, etc. Donc les cartes, c'est vraiment le fermage au quart, c'est un mode de fermage médiéval. Mais sur cette petite colline, les quarts de Chaume sont devenus célèbres. On ne sait pas tellement pourquoi. C'est peut-être la qualité des vins, qui avait le potentiel d'être sucrés très souvent. Peut-être que c'est la notoriété de l'abbesse, qui était peut-être un personnage reconnu, à un moment où la province d'Anjou était elle-même très puissante. Bref, on ne sait pas vraiment. Ce qui est sûr, c'est que 1000 ans plus tard, les quarts de Chaume sont toujours célèbres. Ils sont devenus une appellation à part entière, et surtout, ils ont le statut, le Graal quelque part, puisqu'ils ont le statut Grand Cru. Donc dans la Loire, qui compte, je crois, 51 appellations, 55 000 hectares de vignes, il y a une appellation qui a le statut Grand Cru, c'est Quarts de Chaume. Et nous, on a eu la chance. Il y avait un quart de l'appellation disponible. Exactement. Exactement. Et aujourd'hui, quand je me retourne, parce que bon, la révolution, il y a une révolution en cours en Anjou, et je me dis, mais quelle chance tu as eu. Quelle chance de pouvoir aujourd'hui. À ce moment-là, la rencontre. Et voilà. Et puis, encore une fois, après 10 années de. Bah non, ça n'intéresse personne. Il y a une chance, mais il y a aussi un moment où toi, tu as ce courage, cette folie dont tu parlais, de te dire allez, j'y vais. En fait, c'est le moment. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, mon projet avait été pensé pendant tellement longtemps. En fait, il était limpide. Ce que je voulais, c'était exprimer grâce au chenin, qui est un instrument fabuleux, les plus grands terroirs ou parmi les plus grands terroirs de l'Anjou. Ce dont je pouvais rêver, c'était d'arriver à trouver ces grands terroirs. Et quand j'ai vu les Treilles, quand j'ai vu les Quarts de Chaume, et quand j'ai vu notamment le Clos des Ruchères à Savenir, je me suis dit waouh. Oui, là, il ne faut pas trembler, il faut le faire. Il faut faire tout ça tout de suite, en même temps. Tout de suite. Et ça s'est fait en même temps, c'est-à-dire que c'est quand même 3 acquisitions, 3 contextes familiaux plus ou moins compliqués, comme tu peux l'imaginer. Ouais, le fait est qu'en parallèle de cette année 2018, où je recrute l'équipe, où j'investis dans le chai, je renouvelle tout l'équipement. T'as dû bien dormir, ça. Voilà, en parallèle de ça, je fais ces 3 acquisitions. Le 5 septembre 2018, je passe chez le notaire, donc je deviens le propriétaire de ces 3 ensembles de vignes. Et le 10 septembre, on a des sécateurs dans la main. On est du coup une trentaine avec les saisonniers. On se connaît à peine pour ce qui est de l'équipe, mais on y va. Et on y va, et on part dès le début sur cette vision d'exprimer avec le parcellaire, avec la plus de précision possible, ces terroirs. Et dès le premier millésime, on fait 13 cuvées. Donc on exprime dès le début, en fait, une versatilité du chenin, essentiellement en sec, mais aussi en moelleux et en liquoreux, on en reparlera. Et voilà. C'est hallucinant, mais parce que, il y a forcément de manière générale, des moyens qui ont été mis en face, mais 13 parcelles, c'est aussi des cuves différentes, ce genre de choses. Donc, il y avait un projet qui a été clarifié quand même assez rapidement de ta part. En fait, tout était limpide. Après, là où on a eu de la chance, c'est déjà de constituer l'équipe que j'ai pu constituer, avec que des jeunes ultra talentueux, motivés. Et, je veux dire, ça se trouve pas quand même sous le sabot d'un cheval. Donc, ça se trouve comment, du coup ? Ça se trouve avec, pareil, un petit peu de chance. Ouais. Et puis, un peu d'effort quand même. Oui, parce que je t'appelais l'homme chanceux, sinon, parce que tout à l'heure, tu parles de chance. Et puis, une prise de risque. Le recrutement principal, quelque part, c'était la personne dont je voulais faire mon bras droit, la personne qui serait le chef de cave. Ouais. Et pour cette mission-là, c'est le seul recrutement que j'ai fait avec un chasseur de tête. Je me suis dit, c'est trop important, il faut que je trouve, entre guillemets, la bonne personne. Et la personne que j'ai recrutée, en fait, elle n'avait pas du tout le profil que j'avais donné au chasseur de tête. Un jour, le chasseur de tête m'appelle en disant, écoute, je suis désolé, là, j'ai quelqu'un, il coche pas du tout la case, il est venu un peu au culot, il est en train de finir ses études. Et tu voulais quelqu'un de plus expérimenté, mais en fait, il faut que tu le rencontres. Et en fait, cette personne, Adrien, ça a été comme une évidence. Je me suis dit, mais en fait, je veux travailler avec quelqu'un comme ça. Finalement, je veux pas travailler avec quelqu'un qui a de l'expérience, qui va tous les jours me raconter la vie, qui va tous les jours me dire qu'il l'a vu 10 fois avant, etc. Je veux travailler avec quelqu'un avec qui on va pouvoir vraiment ensemble monter ce projet. Et mine de rien, c'était un sacré risque, vu l'ambition que j'avais pour le domaine, de confier quelque part les vinifications et les rênes du domaine. Un gamin qui finissait ses études, c'était aussi une prise de risque. Oui. Donc, tu parles de chance, mais il y a quand même pas mal de décisions là-dedans. Oui. En fait, il y avait une vision franchement assez simple, par contre limpide et très cohérente. Et puis après, voilà, un petit peu de réussite et puis d'alignement des planètes. Oh, génial.
il y a un sujet, je pense qu'on peut commencer, on va commencer la dégustation en parallèle, mais il y a un sujet dont j'aimerais parler avec toi. Tu parles pas mal de la reconnaissance des vins de Loire, voilà, de la dévalorisation, parce que si aussi parfois il manque de repreneurs, c'est que, bon, déjà c'est un métier difficile, il faut le dire, et c'est parfois la raison. La bonne nouvelle, c'est que les conditions dans lesquelles je me suis intéressé à l'Anjou, elles ont complètement changé. Oui. Là, on est 5 ans plus tard, je peux vous dire, il y a une révolution. Oui. Beaucoup de domaines ont été repris, tous ceux que j'ai réalisés, ils ont tous été repris. Génial. Ils cartonnent tous, et c'est génial. Et la région aujourd'hui, elle est quelque part en ébullition. Alors, il y a un paradoxe là-dedans, que moi j'aime beaucoup rappeler. Parce que là aussi, petite anecdote. Ça faisait des années que je préparais mon projet, et comme je m'intéressais beaucoup à la filière, que je voulais la comprendre, je discutais à l'époque avec beaucoup de personnes dans la filière. Des consultants, des revendeurs de vin, ça peut être des cavistes, des importateurs, quelques journalistes, des gens de la communication, etc. En juin 2018, quand ça y est, les dés sont jetés, j'ai les accords de la SAFER, etc., je rappelle ces personnes proches et je leur dis « Hey, bonne nouvelle, c'est fait. Je vais monter un domaine, ce sera en Anjou, etc. » 100% des feedbacks, c'est oh, « T'as fait la connerie de ta vie, c'est le seul endroit de la Loire où ça ne marchera pas, Yvan. Il te sera impossible de valoriser les vins d'Anjou. L'Anjou est devenu un gros mot. Tu n'arriveras pas à faire ton objectif, c'est-à-dire de casser le plafond de verre de la Loire. C'était un de mes objectifs, c'était vraiment de redonner cette lettre de noblesse à la région. » Et là, je vois vraiment un paradoxe très intéressant, parce que c'était il y a 5 ans. Le consensus, c'était que l'Anjou, c'était vraiment le parent pauvre. C'était l'Anjou. Je vais reparler de l'histoire viticole de l'Anjou, mais il a vraiment eu, on va dire, 2 décennies difficiles, au moins 2 décennies difficiles. Et aujourd'hui, avec 5 ans plus tard, c'est juste l'inverse. Je pense que c'est en train d'être l'épicentre d'une forme de révolution. La Loire, alors il faut qu'on parle de la Loire et de l'Anjou. C'est très facile, en regardant l'Anjou, de comprendre ce qui s'est passé. La province d'Anjou, on va prendre le XIIe siècle pour être à une époque facile à retenir, c'est les Plantagenets. La province d'Anjou est très très puissante. Le duc d'Anjou, Henri II, à cette époque, il est marié à Aliénor d'Aquitaine. Ce qu'on a appelé l'Empire angevin, ça va de l'Écosse à l'Espagne. Donc c'est une province très puissante et qui en fait va bien sûr bénéficier de cette puissance. En plus, elle a accès aux cours d'eau et donc elle a accès au commerce et donc elle a une forme de richesse aussi. Elle va faire la notoriété des grands vins blancs d'Anjou. Donc les vins blancs d'Anjou, jusqu'au 19e, on a des traces à travers les inventaires de cépages, etc. C'est quasiment que des blancs. Essentiellement en coteaux, avec une observation, notamment par les moines et par tout le travail qui est fait dans toute la France du Moyen-Âge, d'observation pour identifier les meilleurs terroirs. Et cette région qui a produit ces grands vins blancs, secs ou moelleux, en fait, il y a un premier tournant, et le principal tournant, c'est quand même le phylloxéra, c'est-à-dire qu'après le phylloxéra, on est en pleine révolution industrielle, la région choisit de faire, en fait, quelque part, d'aller vers une viticulture plutôt, alors aujourd'hui on dirait productivisme, à l'époque c'était plus, je dirais, de diversifier la production. Et donc on plante d'autres cépages, parce que le chenin c'est un cépage qui est assez compliqué, je ne sais pas si on en reparlera. Et donc on commence à planter notamment du cabernet, et puis progressivement on se dit, mais en fait il faut qu'on fasse pas que des blancs, il faut qu'on fasse des rouges, il faut qu'on fasse des rosés, il faut qu'on fasse des bulles. Et en fait, avec les 2 guerres, là le mouvement s'accélère, notamment après la Deuxième Guerre, le cabernet d'Anjou, le rosé d'Anjou, voilà. Là pour le coup, déferle sur les comptoirs, dans les caves particulières. Oui, c'est devenu quelque chose d'extrêmement populaire. Alors exactement, aujourd'hui 60% de l'encépagement de l'Anjou c'est du cabernet quand même, faut le savoir. Le chenin est descendu à 20% je crois, là il est en train de remonter bien sûr, mais il y a eu vraiment cette transformation de la viticulture angevine. Et bien sûr, le corollaire, ce qui va avec, c'est que c'est une viticulture où malheureusement c'est très difficile de faire de la qualité en fait, parce que en fait, les prix ne permettent pas de faire de la qualité. Donc en fait on abandonne les coteaux, on va plutôt sur les zones à plat, avec des sols plus profonds. Et en fait, il a fallu une génération de pionniers. Alors en Anjou, ils s'appelaient Marc Angéli, Richard Leroy, Jo Piton, Patrick Baudin, il y en a eu pas mal. Eux... Qui sont des vignerons qui sont même connus par les geeks, on va dire, du vin. Oui, alors c'est là où je voulais en venir. Déjà... Eux, ils ont fait le plus dur du travail. Eux, ils y sont allés déjà avec 3 francs 6 sous en poche, donc il fallait beaucoup de courage pour y aller.
ils se sont dit, finalement, parmi tous nos cépages, c'est quand même le chenin qui est le plus grand et le plus noble. Ils sont retournés sur les coteaux et puis ils ont commencé à vraiment chercher à exprimer des lieux. Et donc, ils sont passés en bio. Pour exprimer un terroir, il faut respecter ses sols. Ça a été les pionniers. Ensuite, ils ont allongé un peu les élevages. Ils ont remis un peu d'élevage en barrique, etc. Enfin, ils ont fait vraiment... Ils ont aussi, au départ, avant, je dirais dans les années 90, ils sont aussi rendu la noblesse des vins moelleux et liquoreux, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de vins qui étaient chaptalisés à cette époque. Oui. Eux, ils ont été anti-chaptalisation. Donc, chaptalisation, petite parenthèse, si tu peux expliquer ce que c'est. C'est un principe, là aussi, hérité de la révolution industrielle, qui consiste à rajouter du sucre, puisque le sucre, jusqu'à la révolution industrielle, était un produit naturel, assez rare et en fait du coup assez cher. Alors en fait le sucre industriel banalise complètement ce produit et permet quelque part de compenser une faiblesse de degré. Donc, typiquement permet des viticultures hyper intensives où on augmente les rendements et c'est pas grave si le raisin n'est pas mûr, à la fin on va compléter en sucre et on finira par faire du vin. Donc le problème c'est on n'a pas assez de maturité dans le raisin, on compense par du sucre, ce qui donne un résultat pas terrible, mais pour une approche productiviste, elle est... Et puis surtout, c'est par rapport à l'éthique vigneronne, c'est quelque part, c'est d'ailleurs, on retrouve des traces dès la fin du 19e de lutte, en fait, entre les vignerons qui s'autorisent à chaptaliser et qui, en fait, s'enrichissent très facilement, et ceux qui restent dans la tradition, c'est-à-dire que la nature donne pas tous les ans les conditions d'une vendange tardive, en fait. Et donc, ce risque que prenaient ces vignerons et la qualité de leurs produits, pendant tout un siècle, finalement, c'est eux les perdants. Et c'est pour ça que ces pionniers, on leur doit beaucoup, parce qu'ils ont remis un peu l'église au milieu du village. Ils ont dit, attendez, on va faire des liquoreux non chaptalisés, on a un grand cépage et des grands terroirs, et eux, ils ont cru avant tout le monde, je dirais. Et ils ont fait, sur une vingtaine d'années au moins, la première étape de ce travail de reconnaissance, de la région, c'est-à-dire qu'ils ont conquis le microcosme, c'est-à-dire que les geeks, les passionnés de vin comme toi et moi, mais aussi les sommeliers, les importateurs, les journalistes, les grands critiques, tous ces gens-là, ça fait 20 ou 30 ans qu'ils savent qu'en fait, on a des grands terroirs dans la Loire. Mais encore une fois, ils ont fait ce premier chapitre, je dirais, de l'histoire. Et moi, j'ai coutume de dire, c'était un peu une boutade au début, mais plus le temps passe, plus... je pense que ça correspondait aussi à une vision fondamentale. J'ai toujours dit, Belargus, c'est un projet à 100 ans. C'est-à-dire, ce qu'on veut faire, nous, on le regarde à l'horizon où la Loire aura retrouvé son rang. C'est-à-dire, tôt ou tard, et mettons 100 ans comme objectif, tôt ou tard, la Loire aura retrouvé son rang. C'est-à-dire, ce sera de nouveau une des régions françaises viticoles majeures. Majeure par son histoire, j'en ai parlé. Majeure parce qu'elle est la région, on va dire, benchmark, référence, pour deux cépages qu'elle a finalement créés, enfantés. Le Cabernet Franc, le Chenin Blanc. Aujourd'hui, le Cabernet et le Chenin sont des stars mondiales, mais la référence, c'est leur origine, c'est la Loire. Donc en fait, une région qui a la longévité de cette histoire, qui a donné naissance à deux cépages un peu emblématiques, c'est une grande région viticole. Et en fait, le travail qui a été fait par les pionniers pendant une génération, nous on peut s'appuyer dessus, mais le travail n'est pas fini. Et moi, un de mes objectifs, c'était de dire, voilà, on va s'appuyer sur leur travail, mais maintenant on va pousser beaucoup plus loin. Parce qu'on arrive 20 ans plus tard, avec un peu plus de moyens, le marché est beaucoup plus prêt et réceptif, et on va aller casser ce plafond de verre. En fait, un de mes principaux objectifs, c'était tout simplement de prouver que l'injustice de la Loire, vue par le marché, c'était de ne pas valoriser les grands vins, les plus grands vins. C'était un peu comme si tous les vins de Loire devaient être comprimés dans une zone. Alors, toi qui as quand même un ADN business, tu vas comprendre ça facilement. Quand tu compares la Loire, même encore aujourd'hui d'une certaine manière, et d'autres régions viticoles, je ne parle même pas des plus spéculatives, tu vas observer que même chez les grands domaines de Loire, tu vas avoir une compression, on va dire un rapport de 2 à 3 entre l'entrée de gamme et le haut de gamme. C'est pas du tout le cas dans les autres régions. Ça peut même dans des régions qui sont pas spéculatives. Tu prends l'Alsace, tu prends certaines parties de la Côte du Rhône, tu prends même le Languedoc, tu as des amplitudes beaucoup plus grandes. Oui, si on prend par exemple le Clos Saint-Une et un Alsace Riesling, ça fait x10 au moins. Exactement. Et moi, je suis parti avec cette idée toute simple que s'il y a bien une chose que je pouvais essayer de contribuer, vu qu'à l'époque j'avais encore mon job, donc j'avais quelque part une sorte de sécurité financière, je me suis dit, au moins, moi je vais faire l'effort de mettre une gamme de prix dès le début qui sera, j'ai choisi un facteur de 1 à 5. Okay. Je ne suis pas allé trop loin, j'ai dit de 1 à 5. On va dire. Voilà. Mais mine de rien, c'était une révolution. Ça voulait dire que j'avais un de mes vins secs qui était à plus de 100 € dès le début. Et je me suis dit, pré-public. Et je me suis dit, si ça prend 10 ans pour convaincre le marché que la Loire a le droit d'avoir cette amplitude de gamme,
c'est pas grave, ça prendra 10 ans, moi je peux attendre. Ouais. Et là où l'histoire est belle, quelque part, c'est que, et là aussi, il y a eu un peu de réussite, il y a eu, le moment était parfait, parce qu'en fait, le marché, peut-être que nos amis bourguignons nous y ont aidés, mais le marché s'est retrouvé orphelin de grands vins blancs à des prix justifiables. Littéralement orphelin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché a beaucoup de mal à suivre les grands crus et les premiers crus de la Bourgogne. C'est-à-dire que ça devient littéralement inaccessible. Bien sûr. Et donc, bien sûr, on peut toujours se payer des appellations génériques Bourgogne ou des villages, mais les premiers et les grands crus deviennent vraiment inaccessibles. Et en fait, ce marché-là s'est vraiment intéressé, et dans la période qui a été la nôtre, donc j'ai eu beaucoup de chance, le marché s'est vraiment intéressé au grand vin blanc de Loire à ce moment-là précis. Ils se sont dit, mais en fait, pour le prix d'un village, pour pas dire un régional en Bourgogne, je peux avoir l'équivalent d'un grand cru dans la bouteille. Dans la bouteille, c'est du niveau d'un grand cru. Et donc, le paradoxe, c'est que le marché a vu nos vins quasiment comme des vins très abordables. Parce qu'ils les ont comparés à des vins qui étaient sur une autre gamme de prix. Mais tu as mentionné l'Alsace, c'est un très bon exemple, parce que l'Alsace, on l'apprend. C'est pas une région qui est spéculative, mais l'Alsace a une conscience de la hiérarchie de ses terroirs qui se retrouve dans l'offre. C'est pour ça que l'Alsace a des grands crus. C'est pour ça que certains de ces grands crus sont effectivement à des prix très élevés, parce que c'est des terroirs très difficiles à cultiver, très rares, avec une longue histoire, etc. Oui. Donc c'est un petit peu cette histoire de la renaissance de la Loire, et l'Anjou étant un peu l'épicentre de cette révolution, me plaît beaucoup. Juste pour finir l'idée sur laquelle j'étais parti, le paradoxe de l'Anjou, c'est que donc, j'ai bien expliqué que c'était un petit peu quand même le gros mot à l'époque, Anjou. Aujourd'hui, non seulement c'est plus du tout un gros mot, il y a une vraie fierté maintenant d'appartenir à l'Anjou, mais en plus, on peut vraiment valoriser nos attributs fondamentaux, je dirais. Et notamment cette hiérarchie des terroirs et cette identification qui s'est faite au fil des siècles. L'Anjou noir, là où on est, c'est le seul parti de la Loire où il y a ces micro-appellations de chenin. Sur un petit village comme Savenières, tu as 3 appellations. Savenières, elle fait 150 hectares. Roche-aux-Moines, ça fait 22 hectares. Coulée de Séran, c'est une appellation monopole qui fait 7 hectares. 7 hectares, ouais. Quart de Chaume, j'ai dit, c'est 40 hectares. Chaume, juste au-dessus, 80 hectares. Bonnezo, 80 hectares. Donc en fait, cette pixelisation du vignoble, qui est le fruit de l'histoire, et notamment de l'histoire du Moyen-Âge, on l'a en Anjou noir, ça ne peut pas être répliqué ailleurs, et c'est ça qui fait aussi l'intérêt du marché pour cette région, c'est qu'elle est fascinante, et elle produit des vins qui sont rares et qui ont une histoire très très longue. Et je trouve cette revanche de l'Anjou particulièrement savoureuse. Alors, pour être clair, elle se vit pas contre les autres régions de la Loire. Non, au contraire. Non, oui, c'est un mouvement on de est Loire. On est à l'unisson avec toutes les autres régions de la Loire qui sont en train de connaître un succès phénoménal sur les blancs et sur les rouges. Oui, c'était une discussion qu'on avait eue avec Nicolas Grosbois, notamment là-dessus, sur la valorisation des vins de Loire, et faire comprendre que ces vins-là, ils méritent aussi ce prix-là. Et c'est normal. Et c'est marrant parce que depuis ce podcast, je suis allé à une dégustation notamment organisée par les vins de Californie. Et on a rencontré 3 domaines, dont un domaine qui m'a pas mal marqué qui s'appelle Littorail, qui produit des blancs. Un très bon chenin. Ouais, c'est incroyable. Le chenin de Littorail, il est excellent. Donc, non, vraiment, très belle dégustation. Et à la fin de la dégustation, il y a eu quelques échanges et on disait, vous avez des vins qui ne sont pas représentatifs, des clichés qu'on fait de la Napa, de la Sonoma, qui sont dans l'ouest des États-Unis. Et ils ont dit quelque chose qui était très vrai, qui était de dire, on a résisté grâce à une chose, c'est les sommeliers. Ah oui. Les sommeliers ont eu un rôle incroyable parce que c'est les seuls qui ont, on va dire, remarqué cette différence-là, et ont réussi à le valoriser, et on a eu besoin des sommeliers pour vendre au départ, pour faire comprendre, et maintenant on a beaucoup moins besoin, voire pas besoin de le faire, parce que ça y est, c'est rentré dans l'inconscient collectif. Et ça m'a fait penser à quelque chose quand je préparais un peu l'épisode d'aujourd'hui, parce que je me suis dit, on a quand même la 4e meilleure sommelière du monde qui se bat pas mal pour l'Anjou. On doit beaucoup à Pascaline. Et donc Pascaline Lepelletier, exactement, pour la nommer. Et justement, je voulais savoir un petit peu quel était ton point de vue là-dessus, parce que j'ai l'impression que les sommeliers créent aussi les premières, on va dire, tendances. Alors... Et à quel point, justement, elle intervient là-dedans pour vous, quoi. Alors, j'ai un scoop. Non, mais le monde du vin, il est
Alors, il y a bien sûr la grande histoire, la longue histoire, on en a parlé. Mais à l'échelle d'une génération, le monde du vin, il est cyclique. On a parlé de la génération Bordeaux. Oui. Elle a laissé la place à la génération Bourgogne. Moi, je suis de la génération Bourgogne. Aujourd'hui, je passe beaucoup de temps avec les sommeliers qui sont jeunes. Et je leur dis, vous êtes la génération Loire. C'est-à-dire, c'est écrit, c'est programmé. C'est d'endoctrinement. Non, mais c'est une observation que je fais. C'est-à-dire que la génération Loire est en train d'émerger. Et bien sûr que les sommeliers sont des prescripteurs extraordinaires. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font les sommeliers d'une génération, ils recommandent les vins qu'ils aiment, qui sont aussi les vins qui peuvent s'acheter, soyons clairs. Et qui veulent apporter quelque part au monde du vin la vision de leur génération. Les sommeliers se sont battus pour la Bourgogne, encore une fois, il y a 20 ans, 25 ans, c'était pas évident la Bourgogne. Vendre les grands crus de Bourgogne, c'était vraiment pas évident. Aujourd'hui, les sommeliers, la plupart se battent pour faire reconnaître les grands terroirs de la Loire. Et la Loire est tellement riche en terroirs, en cépages, en histoire, que c'est loin, loin, loin d'être fini. Donc ils sont la génération Loire, c'est sûr, et je pense que ça prendra pas 100 ans. Oui, j'ai l'impression que ça va assez vite au final. Je te propose du coup de passer à la dégustation. J'ai peur que ce soit même tout petit peu chaud avec le temps. Est-ce que tu peux nous parler du coup de la première cuvée que tu nous as gentiment apportée? Ben, avec plaisir. En fait, c'est la cuvée éponyme quelque part. C'est un peu l'équivalent de notre Bourgogne générique. C'est-à-dire c'est une cuvée régionale qui assemble, en l'occurrence, les anciennes parcelles de Jeau. Certaines étaient faites en parcellaire, mais que moi j'ai choisi d'exprimer plutôt dans une logique d'assemblage. Donc là, on est vraiment sur... Alors la cuvée s'appelle Anjou Noir, en hommage à la région. On dit que l'Anjou Noir c'est les schistes, en fait ça c'est une simplification, c'est un chaos géologique. Donc à l'échelle géologique, les schistes sont les roches les plus anciennes. Elles vont jusqu'à 600-700 millions d'années, donc c'est vraiment très très long. Et du coup, d'une parcelle à l'autre, en Anjou, on va passer des schistes aux roches volcaniques. Par exemple, chez nous, il y a une roche qui s'appelle la spilite, qui est une sorte de basalte. Mais on a des roches aussi du Carbonifère, donc l'époque où l'Anjou était sous l'équateur, et qui sont des roches beaucoup plus denses, beaucoup plus chaudes. On a des rhyolites, enfin, on a énormément de différentes roches. Dans cette cuvée, on retrouve cette diversité géologique et également une diversité d'expositions, de terroirs, nord, sud. Alors il y a peu de coteaux, ou c'est des coteaux relativement faibles sur cette cuvée, mais l'idée c'est d'exprimer toute la complexité de la région dans une cuvée d'introduction à notre travail. D'accord, ok. Et là on goûte le millésime 2019, qui est un millésime assez exceptionnel, un millésime de gel malheureusement, mais assez exceptionnel par sa qualité et son potentiel de garde. Et donc c'était le premier millésime complet pour toi? Non, deuxième. Non, le premier millésime, c'est 18. Ah oui, 18, tu l'avais fait de A à Z. Ah oui, de A à Z, oui. On a fait 13 cuvées. D'ailleurs, on goûtera tout à l'heure un 2018. Donc, on retrouve la définition d'un chenin sur schiste, c'est bon, bien sûr, une attaque franche, mais un raisin qui est mûr. Hein. Nous, on attache beaucoup d'importance à la notion de maturité. On vendange par tri successive. Minimum 2 à 3 passages. Ça, c'est pour les années faciles. Sur les années compliquées, ça peut monter à 5-6 passages, que pour faire des secs. Hein. Donc parce que ça arrive souvent pour des cuvées en liquoreux. Alors nous, c'est même pour les secs. Pour les secs, vous faites 2-3 passages dans les... En fait, le chenin est un cépage un peu particulier. Si un jour tu venais faire les vendanges avec nous, tu serais surpris de voir sur un même pied de vigne une grappe verte, une grappe jaune, une grappe dorée, une grappe botrytisée sur le même pied de vigne. C'est littéralement comme ça, c'est très hétérogène. Et nous, notre préférence, qui était la méthode ancestrale, c'est en fait d'aller plusieurs fois dans la parcelle et de prendre que ceux qui sont au bon niveau de maturité. En évitant 2 écueils qui malheureusement se retrouvent parfois dans certains chenins. L'écueil de la sous-maturité, parce qu'on va avoir du mal, on va être vraiment sur le variétal, un côté vraiment citron vif. Et en fait, cette acidité va masquer le terroir, on va avoir du mal à exprimer vraiment la pureté du terroir. Mais il faut également éviter la surmaturité, c'est-à-dire que le chenin peut vite devenir un peu lourd, un peu alcooleux, surtout sur nos terroirs qui sont caillouteux, où il y a très peu de réserve hydrique, donc en fait on est sur des terroirs chauds. À notre avis, il faut éviter ça. Pour éviter ça, notre réponse, c'est d'y aller par tri successif, de prendre les grappes qui nous paraissent à la juste maturité. Je pense que c'est important, tu vois, on parlait de valorisation, on parlait de terroir valorisé, etc.,
en disant bah voilà, ce terroir mérite d'être valorisé tant. Mais il y a aussi un travail, tu vois, là tu parles de faire 2-3 fois, il n'y a pas beaucoup de régions où on vient faire 2-3 fois à la vendange à la main. Ça surprend beaucoup nos vendangeurs quand ils arrivent, ils sont là, mais je croyais que c'était facile les vendanges. Et en fait, ils se prennent au jeu, ils sont comme nous, c'est-à-dire que c'est aussi un jeu de trouver cette maturité. Mais concrètement, ils sont surpris du niveau de travail que ça représente. Oui, bien sûr, et ça explique aussi la valorisation. C'est ça que je veux dire, c'est que ça participe largement et c'est important de l'exprimer, je trouve. Oui, non, bien sûr. Alors là, par exemple, c'est vraiment une cuvée d'introduction chez nous. Hein. C'est une cuvée volontairement on positionne en prix de manière, on trouve assez compétitive, c'est autour de 20 €. Okay. Mais ce vin-là, les vignes sont cultivées en biodynamie. La récolte, c'est celle que j'ai décrite. Et ensuite, l'élevage, même sur cette cuvée, c'est 15 mois. 15 mois, okay, ce qui est relativement... D'accord. Ça, c'est le minimum chez nous. Okay. Après, on monte jusqu'à 3 ans d'élevage. Mais ce qu'on veut, c'est livrer un produit qui soit une expression ambitieuse de la région quand même. Et sur quel matériau, du coup, vous alors, ça, c'est la seule cuvée qui n'est pas 100% en bois. Elle est, on va dire, moitié-moitié, bois et cuvinox. Mais le bois, chez nous, c'est plutôt des foudres. Ok, des foudres. Donc des grands contenants pour pas marquer, justement. Et puis surtout quand on fait des élevages longs sur lit total, il vaut mieux avoir des grands contenants, enfin de notre point de vue. Ouais. Et neuf, pas neuf? Alors les foudres, il n'y a pas de marché de l'occasion du foudre, surtout pour les vins blancs. Donc c'est à chaque fois des neufs, donc on en achète chaque année pour boiser progressivement quelque part le parc. Okay. Voilà, donc ça fait des vins qui sont à la fois généreux, mûrs, mais avec beaucoup de tension en fin de bouche, et une finale avec si tu fais attention, des fins amères. Ouais. Les amers, la structure et les amers, c'est ce qui va plus ou moins définir les chenins sur schiste, par opposition aux chenins sur calcaire, qui sont les plus courants, qui ont tendance à être plus dans la longueur, plus étirés. Les chenins sur schiste vont être un peu plus épaulés, et c'est ces amers que moi j'aime beaucoup en fin de bouche. Oui. Mais ce qui est toujours assez sympa, c'est quand on a justement aussi des nez qui sont quand même... aromatique, mais pas dans le sens péjoratif du terme, dans le sens où il y a une vraie structure, on sent quelque chose d'assez puissant, et pourtant en bouche on a quand même une fraîcheur qui nous accompagne tout le long. Tu parlais aussi des amers, parfois ça peut être interprété, on se dit l'amertume c'est pas très agréable, c'est pas forcément une sensation qui est appréciée par tout le monde, mais de plus en plus je trouve que c'est un travail qui est fait sur l'amertume dans les vignobles. Et quand elle est maîtrisée, l'amertume, elle apporte quelque chose d'absolument extraordinaire. Quoi. En fait, ça apporte déjà un équilibre. Alors, ce qui est intéressant, on reparlera de l'amertume quand on goûtera le moelleux, parce qu'en fait, sur les secs, ça marche, mais sur les moelleux et les liquoreux, ça marche encore mieux, je trouve. Donc, elle apporte beaucoup d'équilibre. Et puis, c'est une sorte d'épice en fin de bouche. Donc, ça va te faire saliver. C'est pour ça que les vins d'Anjou sont des grands vins de gastronomie. En fait, ils sont les parfaits compagnons de la table. Tu as fait une remarque tout à l'heure sur la température. Moi, je considère qu'on sert les vins blancs toujours trop froids. Et les vins rouges toujours trop chauds, d'ailleurs. Et en l'occurrence, là, il est à température ambiante, mais en fait, ça lui va pas si mal. Parce qu'en fait, il y a une générosité des arômes qui s'exprime mieux là que si on était à 10-12 degrés. Oui, et puis je trouve que ça permet d'avoir des amers assez sympas aussi quand c'est un tout petit peu plus chaud, et on les sent moins quand c'est très frais, justement, ce qui est un peu dommage. J'en profite d'ailleurs pour parler un peu de notre partenaire, parce que je ne l'ai pas encore fait, mais on a la chance d'avoir des très jolis verres. On est sponsorisé par la marque Riedel, et ça nous permet toujours de mettre en valeur des aussi beaux vins, avec des aussi beaux verres, et on parle souvent de remettre en question, justement, on en parlait avec Victor, du coup, qui est manager France de Riedel, et qui parlait de l'importance du verre. Je trouve que c'est toujours important d'en reparler, puisque parfois on remet en question le vin, mais la première chose à remettre en question, c'est le verre. Extrêmement important. Et ça permet ou non de faire parler à hauteur de ce qu'il doit, le vin. Donc on les remercie. On a des très jolis verres aujourd'hui, qui sont les Riesling Veritas, qui est une gamme qui permet d'être assez consensuelle, et d'avoir une dégustation représentative du vin sur le plus de vin possible. Quand le chenin Veritas. J'en parlerai avec lui. J'en parlerai avec lui, on verra. J'espère, pourquoi pas. Écoute, je te propose de passer directement à la dégustation du deuxième, comme ça on peut aussi faire la transition entre Anjou noir. Et même pendant que je vais servir, est-ce que tu peux nous parler justement de Anjou blanc, Anjou noir? C'est quelque chose
qui n'était pas très médiatisé il y a encore quelques temps. Ouais. Je trouve qu'on commence à le retrouver un petit peu, c'est intéressant. Et tout le monde ne sait pas quelle est la différence, donc je te laisse, je pense, exprimer, tu le feras bien mieux que moi. Alors elle est toute simple, c'est vraiment une différence géologique. Alors moi je me suis intéressé à la géologie progressivement dans mon parcours d'amateur, mais alors dès que je me suis intéressé à l'Anjou, là pour le coup, ça devient une dimension majeure en fait. Alors l'Anjou, on va dire qu'il y a 2 villes principales en Anjou qui sont Angers et Saumur. Elles sont distantes de, je sais pas, même pas 50 km. Par contre, déjà si vous regardez le château de Saumur et le château d'Angers, vous allez voir tout de suite de quoi il s'agit. Allez voir sur internet. Okay. Le château de Saumur, il est tout blanc. C'est le tuffeau, c'est les roches du bassin parisien. Le château d'Angers, il est tout noir. C'est les schistes. On est sur le massif armoricain. Donc, ces 2 aires géologiques, bien sûr, qui n'ont rien à voir. Le bassin parisien est une formation géologique beaucoup plus récente. C'est des roches sédimentaires au fond d'une mer qui s'est retirée depuis. Mais les roches du massif armoricain, c'est les plus anciennes quasiment de la planète, en fait. Il faut savoir qu'il y a 600 ou 700 millions d'années, l'Anjou, j'ai coutume de dire que c'était au niveau de la Tasmanie. Il y avait un seul continent à l'époque, la Pangée. On était dans l'hémisphère sud. On est passé, je crois que c'est à 500 millions d'années où on est passé sous le pôle sud. Et ensuite, les plaques ont commencé à se séparer. Beaucoup d'activités volcaniques sous-marines. Donc c'est là où on retrouve, il y a 420 millions d'années, ces roches basaltiques qu'on a encore chez nous. À 350 millions d'années, tout ça s'est passé sous l'équateur. Donc il y a eu une époque qu'on appelle le Carbonifère, où il y a eu, et on trouve aujourd'hui en Anjou, des anciennes mines de charbon, des vieux calcaires, donc qui ont la trace de cette époque où on était sous l'équateur. Et puis bien sûr, il y a l'histoire plus récente. Et dans les événements géologiques qui se sont passés, au-delà des éruptions, de la tectonique des plaques, il y a aussi des érections de chaînes montagneuses qui étaient des méga-chaînes. En fait, le massif armoricain est sur une de ces méga-chaînes qu'on appelle la chaîne hercynienne, qu'on retrouve aujourd'hui sur 3 continents. Aux États-Unis, c'est les Appalaches. Okay. En Afrique, c'est l'Atlas. Et en France, c'est le massif armoricain et le massif central, qui sont des roches très érodées. La chaîne hercynienne, les scientifiques estiment qu'elle faisait 7 à 8 000 mètres de haut. Et aujourd'hui, là où on est, quand on est au sommet du coteau des Treilles, on est à 80 mètres. Donc ça donne une idée de... Alors quand on emmène les gens d'ailleurs se balader sur nos parcelles, on leur montre, il y a beaucoup de roches, on voit beaucoup de roches, et on leur montre des époques géologiques différentes pour leur faire comprendre ça. C'est-à-dire, on a des points où on peut leur faire voir des roches qui ne se ressemblent pas du tout, et il y en a qui sont différentes de quasiment 100 millions d'années. Okay. Donc voilà, cet Anjou noir, c'est ça, c'est cette roche très ancienne, donc une géologie très complexe, et que le parcellaire, bien sûr, révèle de manière magistrale, en fait. Bien sûr. Et je trouve ça très intéressant, tu vois, c'est la première fois qu'on aborde devant moi, en tout cas, la géologie avec aussi, on va dire, la position géographique. Ouais, on n'y pense pas. Ouais. Mais... Et je trouve ça assez intéressant parce que ça permet de comprendre aussi en fait, pourquoi cette roche était là-bas, qu'est-ce qui s'est passé, bon après l'ère volcanique, voilà. Mais je trouve ça hyper intéressant du coup de s'imaginer, de se dire ok, bon bah c'est pour ça qu'il y a toute cette complexité de sol. Et du coup ça donne aussi ces différents caractères de vin. Aussi. En fait, nous, par exemple, sur Quart de Chaume, c'est un confetti de terroir, 40 hectares, c'est rien du tout. Néanmoins, sur ce confetti, il y a 2 aires géologiques qui n'ont rien à voir. Il y a une partie de l'appellation qui est sur les schistes, on va dire 600 millions d'années. Les schistes, c'est des roches froides. Elles se dégradent en argile, donc c'est des roches où il y a une certaine capacité de réserve hydrique, donc c'est des roches plutôt froides. Juste à côté, mais littéralement, on a des parcelles qui se touchent, on est sur ce qu'on appelle des conglomérats ou des poudingues. C'est des roches du Carbonifère, donc 350 millions d'années, des roches très récentes à l'échelle géologique, mais qui sont très très chaudes, où il n'y a aucune capacité de rétention d'eau, donc c'est des roches qui vont chauffer la journée, restituer la chaleur le soir, donc ça va faire des vins très amples, très larges, très démonstratifs, très aromatiques. Bien sûr. Juste à côté, on va avoir des vins tout en finesse, tout en longueur. Et quand on fait déguster, donc nous on fait en parcellaire, tout ça, les gens n'y croient même pas. Ils disent mais c'est pas possible que des vignes du même âge, vinifiées de la même manière, donnent des vins aussi différents au niveau du toucher de bouche. La seule différence, c'est cette roche en sous-sol. Et c'est donc voilà, le prisme du parcellaire est vraiment différent parce que ça permet. Il y a un chemin, il y a voilà, mettons 20 mètres. C'est ça qui est fou. On s'imagine parfois pas trop. Certaines personnes ne comprennent pas aussi parfois pourquoi les appellations sont si précises. Exactement.
Mais il y a une raison derrière tout ça, et il y a une expression du terroir qui est Exactement. parfois une inclinaison aussi du coteau, ce genre de choses, mais c'est aussi le sol, il peut être radicalement différent à 10 mètres près. Donc, Et ce qui est encore plus bluffant, donc nous on fait également nos quarts de chaume grand cru, donc la version liquoreuse de nos vins, qui sont des vins avec plus de 200 grammes de sucre résiduel, on les fait également en parcellaire. Et malgré les 200 grammes de sucre résiduel, on retrouve la même différence. Mais c'est bluffant, c'est-à-dire et je parle pas d'un millésime, c'est à chaque fois qu'on refait ces vinifications, on est surpris nous-mêmes de la vérité du terroir qui s'exprime. C'est-à-dire ça s'exprime comme ça. Alors tu vois, ça m'intéresse parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a un truc dont on n'a même pas parlé. Généralement, on parle souvent de formation un petit peu en œnologie, enfin le BTS Viti-Œno pour beaucoup, pour comprendre aussi comment fonctionne tout ça. T'as fait une formation à un moment? Pas du tout. Non, je suis un pur autodidacte. Non, je me suis bien sûr posé la question à un moment donné, tiens, est-ce qu'il ne faudrait pas retourner à l'école? J'ai choisi de ne pas le faire. C'est aussi parce que ma vision du métier de vigneron, la manière dont je voulais moi l'incarner, ne nécessitait pas forcément moi de connaître 100% des gestes. Moi, ma vision, c'est plutôt d'animer une équipe. Et du coup, je suis entouré de gens hyper compétents. Et j'ai pas ressenti le besoin moi-même de tout savoir faire dans le moindre détail. Par contre, je suis capable de tout comprendre et du coup de faire des décisions qui sont le plus sensées possible et d'avoir un niveau de collaboration dans l'équipe où chacun peut s'exprimer pleinement, chacun apporte quelque chose quelque part et où moi je peux j'ai pas besoin de maîtriser davantage le geste pour être heureux dans ma vie de vigneron. Ok. Ouais, c'est toujours intéressant de comprendre et de savoir un petit peu ce qui affecte. Jo m'a dit une fois, il y a 1001 façons d'être vigneron. Il a totalement raison. Oui. C'est la façon que j'ai choisie. Est-ce qu'il y a une bonne manière? Je sais pas. Mais non, alors pour le coup, je pense qu'il faut respecter toutes les manières de l'être. Oui, c'est ça. C'est plutôt une philosophie. Et bien sûr, voilà. Chacun son parcours Exactement. Et après ça fait aussi parler un petit peu les vins. Peut-être qu'on va déguster en fait. J'allais reposer une question, mais on va déguster tout simplement. On peut déguster. Donc là, on déguste un vin qui est issu des mêmes terroirs, donc les mêmes parcelles, les anciennes de Jo qui longent le Layon, donc cette petite rivière, et bien sûr les brumes matinales du mois d'octobre, typiquement début octobre, vont permettre le développement du botrytis. Alors là, on est sur une cuvée on a 5 cuvées de vin moelleux et liquoreux. Ça, c'est la cuvée d'introduction, c'est-à-dire c'est la moins concentrée. Elle est faite, typiquement, celle-ci a été faite entre fin septembre et début octobre. Donc on est entre passerillage et botrytis. Le passerillage, pour mémoire, c'est la concentration du raisin par des facteurs que sont le soleil et le vent. Et puis le botrytis, c'est ce petit champignon, cette pourriture noble qui, elle, vient coloniser et vivre sur la peau des raisins et donc, quelque part, accélérer cette concentration de sucre et également apporter des arômes assez complexes. Cette cuvée-là, on la veut, alors celle-ci, c'est une cuvée quelque part de printemps, on la met en bouteille au bout de 6 mois. Elle fait que de la cuve et on veut préserver un fruit extrêmement pur. Il y a très très peu de soufre. On veut vraiment préserver ce fruit croquant. Là, on le boit également à température ambiante, ce qui est un vrai challenge pour des moelleux. Et néanmoins, je pense que tu seras d'accord pour dire qu'il y a une énorme buvabilité. Je vais te dire ça tout de suite. Des équilibres vraiment alors c'est là où on retrouve le bénéfice des amers et de ces équilibres qui font faire des arômes un peu quasiment végétaux c'est super agréable. Avant tout, effectivement, il y a quand même en termes de sensation, il y a une certaine fraîcheur. On finit sur des beaux amers qui restent longtemps mais de manière assez fine, donc je trouve ça très joli. Ça permet d'apporter un peu de fraîcheur et voilà, sans parler d'excès de consommation. Le but, c'est plutôt de promouvoir, on va dire, une modération et une bonne consommation, une belle consommation. Mais je trouve que c'est important d'avoir envie de revenir au verre, dans le sens. C'est exactement l'objectif de cette cuvée. Le plus bluffant dans cette cuvée, en fait, c'est le niveau de sucre résiduel. C'est-à-dire quand on demande aux sommeliers, etc., alors, il y a combien de sucre résiduel? La réponse qu'on a, c'est 50-60 grammes. Et la réalité, c'est qu'il y en a 2 fois plus. On est à plus de 110 grammes. Ok. Donc ça, c'est le niveau d'un sauterne. Sauf que ces équilibres, avec l'acidité du cépage, avec les amers des schistes, en fait, font qu'on ne le sent pas du tout.
Et là, on le boit pour le coup un petit peu chaud. Normalement, ça, je recommande plutôt de le servir autour de 10-12 degrés. Quand il est à bonne température, mais effectivement, c'est un peu dangereux. Alors, il y a très peu d'alcool, hein, on est à 11,5. Oui, c'est ce que j'allais dire. D'ailleurs, on est à 11,5, c'est assez faible. On va dire. Mais c'est une cuvée. Alors, nos liquoreux, on les fait en demi-bouteille. Ça, on l'a fait en bouteille et en magnum. Et en fait, on vend beaucoup de magnum à la restauration. Ok. Ils le servent au verre et c'est une cuvée qui bluffe les clients parce qu'en fait, ils ont oublié ce qu'était un bon layon. C'est-à-dire quelque chose qui est que du fruit naturel et extrêmement gourmand. Oui, moi j'ai un peu tout ce qui est mirabelle un peu cuite, ce genre de choses au nez, je trouve ça super agréable. Franchement, c'est une super cuvée, je vous encourage à déguster. Alors, pour nous, les moelleux et les liquoreux sont très importants. Ça, c'est un truc qu'on a découvert. C'est probablement Jo qui nous a passé le virus. On a eu beaucoup de chance. Le millésime 2018 était un grand millésime de liquoreux. D'accord. Si on se replace dans ma psychologie en 2018, je sais que je suis en train de partir à l'assaut d'un projet un peu dingue, et je ne sais pas à ce moment-là si on arrivera à vendre nos vins, notamment les vins secs. Et donc, on en discute avec Jo, il me dit, bah écoute, fais des liquoreux, cette année c'est une année exceptionnelle, faisons pas mal de liquoreux, parce qu'au moins si tu vends pas tes secs, et si tu vends pas tes liquoreux, bah, au moins dans 10 ans ils seront toujours bons. Ouais. On est parti un peu comme ça au début. Donc on en a fait pas mal, on s'est pris au jeu, on a fait 5 cuvées. Parce qu'en fait, on a des conditions idéales. Donc là j'ai décrit une cuvée qui est faite, si on raisonne en degrés potentiels, on fait un blanc sec, mettons autour de 13 degrés potentiels. Ensuite pour faire ça, nous, on a attendu 16 à 18 degrés potentiels. Donc, il y a plus de concentration et on peut faire un vin comme ça. Mais on ne s'est pas arrêté là. Après, on a fait un chaume, premier cru, à 20-22 degrés potentiels. Ensuite, on a fait des quarts de chaume grand cru et on les a fait à 25 degrés potentiels. D'où les 200 grammes résiduels dont je parlais tout à l'heure. Mais on ne s'est pas arrêté là. On a fait une dernière cuvée, donc une cinquième, qu'on appelle Ultra, qu'on a fait à 30 degrés potentiels. Wow, okay. Donc là, ça fait 300 grammes de sucre résiduel. Et la nature concentre dans ces mécanismes-là, elle concentre tout, les sucres, mais aussi les acides. Donc plus on avance dans ces grands liquoreux, plus l'équilibre est marqué en fait par des acides, et c'est quasiment la fraîcheur qu'on a sur notre cuvée ultra, elle est quasiment plus grande que la fraîcheur qu'on a sur un chaume premier cru par exemple. Et alors tu peux expliquer justement comment ça fonctionne, les sucres résiduels, ces degrés potentiels aussi, parce que c'est alors relié... voilà, c'est-à-dire la fermentation c'est quoi? C'est la transformation du sucre en alcool. Donc il faut à peu près 17 grammes de sucre pour faire 1 degré d'alcool. Et donc en fait il y a un moment donné où le raisin va être suffisamment mûr pour faire un certain degré d'alcool et donc à trouver un certain équilibre. Et bien sûr, quand on va avancer dans ces niveaux de concentration, nous on travaille en levure indigène, et même s'il y avait des levures de l'espace, hyper industrielles, elles n'arriveraient pas au bout d'un moment à convertir autant de sucre en alcool. Donc en fait, au bout d'un moment, le processus naturel de la transformation de ce sucre en alcool, il s'arrête. Tout le sucre qui n'est pas consommé pour transformer en alcool, il devient du sucre résiduel. Et c'est pour ça que plus on monte dans ces grands liquoreux à forte concentration, plus le niveau d'alcool est faible. Nous, sur nos grandes cuvées de liquoreux, on est à peut-être 8 degrés d'alcool maximum. Les fermentations sont très très lentes. Ça prend 2 ans en barrique, et ça glougloute. De temps en temps, il y a un petit gloup, et ça veut dire que voilà, la fermentation continue. Et à un moment, elle s'arrête naturellement, et c'est là où on met en bouteille. Donc nous, la culture qu'on a, et peut-être le benchmark, la référence, c'est la Moselle allemande, qui ont une grande culture à partir du Riesling, qui ont vraiment une culture de la hiérarchie des grands liquoreux, et leurs plus grands liquoreux, les TBA, les Trockel-Bernhausen. Bon, je vais mal le dire. J'ai fait allemand en première langue, mais j'ai tout oublié. C'est compliqué en plus, les dénominations en Allemagne. Spätlese, Trockenbeerenauslese. Quelque chose comme ça. Bref, eux ont vraiment cette culture-là, et nous, comme on a le terroir de Carl-de-Chaume, qui est vraiment... c'est un terroir unique pour faire des liquoreux. Encore une fois, on est sur un coteau, plein sud, surplombant le Layon. Et ce coteau, il est assez ouvert, de sorte que c'est venté tous les jours de l'année. Donc en fait, on a l'action du soleil, du vent et des brumes qui apportent le botrytis. Donc en fait, alors on peut pas... on a les conditions idéales. Ça veut dire que très souvent, on peut faire des moelleux et des liquoreux. Néanmoins, on n'arrive pas à en faire tous les ans. Il y a des années où la nature nous punit. J'ai en mémoire 2020, sur notre parcelle emblématique, la parcelle L'Écart, qui a donné le nom à l'appellation.
les vendanges 2020 se font sous le soleil. Début octobre, grand soleil annoncé. On se dit c'est génial, on va laisser pas mal de raisins et on va faire des quarts de chaume. Et bien ça s'est bien passé jusqu'à mi-octobre. Et puis à partir de mi-octobre, il y a eu des pluies. Pas des grosses, mais des petites pluies. Et donc en fait, sur la parcelle l'écart, tout ce qu'on a laissé, tout est parti en vinaigre. Tout a pourri. On a tout perdu. Sur la parcelle d'à côté, les Rouers, on a réussi à faire quelque chose de magnifique, mais avec des équilibres beaucoup moins élevés. On est plutôt à 130 grammes de sucre résiduel. Ok. Mais c'est la nature qui décide. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ce qu'il faut comprendre, si je reviens à mon histoire de hiérarchie des grands liquoreux, pour faire ces très grands liquoreux à des grands niveaux de concentration, là pour le coup, c'est pas tous les ans, c'est peut-être tous les 5 ans. Mais c'est des vins qui sont vraiment éternels et qui expriment quelque part ce que la région a de mieux à exprimer. Je pense qu'on peut faire bien sûr des grands secs. Nous aujourd'hui on a une dizaine de cuvées de secs. On en est très très fiers de nos secs. Mais je pense que les liquoreux c'est encore autre chose. Je pense qu'il y a une poignée, littéralement une poignée d'endroits dans le monde. La Moselle allemande en fait partie, Tokay en fait partie, Sauternes en fait partie. Il y a une poignée d'endroits dans le monde où on a autant de conditions réunies. Et une telle culture du liquoreux, parce que c'est aussi lié à la culture. Il a fallu des siècles d'observation et d'adaptation. Et le couple cépage-terroir, pour faire ces grands liquoreux, il est juste parfait sur un endroit comme Quart de Chaume. Oui, c'est important aussi du coup de revaloriser, on va dire, ces terroirs sur ces types de vins aussi, qui sont un peu moins consommés aujourd'hui. Alors voilà, nous, l'équilibre qu'on a trouvé, c'est d'en faire quand la nature nous permet d'en faire. Ouais. Donc ça ne représente pas une grosse partie de notre production, mais tous les ans on essaie d'en faire. Ouais. Et il n'y a pas une dégustation dans laquelle on ne présente pas des moelleux et des liquoreux. Et le résultat, c'est qu'il n'y a aucun de nos clients qui ne prend pas un peu. Mais ça peut être un tout petit peu. Des fois, ça peut être, pour un caviste ou pour un restaurant, ça peut être 6 bouteilles. Parfois, c'est 12, 24. Parfois, c'est plus. Mais l'idée, c'est que tout le monde a compris que c'est ce qui faisait, quelque part, la grandeur de notre région. Oui, bien sûr. Ok. Super intéressant. On arrive un peu à la fin de ce podcast. Il y a 2 choses dont j'aimerais bien parler un petit peu. C'est de Chinon aussi, très rapidement. T'es bien renseigné. Ouais. Et du domaine des jeunes pousses aussi, parce que je trouve que le projet est super sympa. D'accord. Si tu peux nous en dire 2 mots. Bon, je sais qu'aujourd'hui, on parlait un peu plus de Belargus, mais je trouve ça toujours intéressant de savoir... Bon, j'ai mentionné Thibaut tout à l'heure, donc je peux parler des jeunes pousses avec grand plaisir. En 2015, on a l'opportunité d'acheter des vignes sur Moulin à Vent. Moi, je voulais avoir des vignes sur Moulin à Vent, que Thibaut fait. Mais pour acheter ces vignes, il fallait prendre 5 hectares et demi sur le village d'à côté, en appellation Beaujolais Village. Et Thibaut me dit, écoute, j'ai une idée. C'est-à-dire, moi, je suis né avec une cuillère en or dans la bouche, avec des terroirs comme Richebourg, sur la Romanée, sur non, plutôt les Richebourg et puis sur Nuit Saint-Georges. Mais voilà, et tout le monde, c'est pas le cas de tout le monde. Et si on mettait ces vignes quelque part dans un domaine qu'on pourrait appeler le domaine des jeunes pousses, et qu'on donnait à exploiter à des jeunes pour leur mettre le pied à l'étrier. Et je dis banco. On y va, on fait ça. Alors les premières années, c'est Thibaut qui convertit les vignes en bio. Oui. Et puis en 2019, on trouve sur le village une vieille maison, sur les hauteurs du village, avec une partie logement, et une partie qui pouvait accueillir une cuverie. Et donc on se dit, allez hop, on lance, on crée le domaine des jeunes pousses. Et voilà, alors le concept c'est tout simple, c'est une pépinière de talent. On pourrait dire un incubateur, puisqu'on est à la station F. Non, l'idée, c'est vraiment de donner la gestion de ce domaine, donc il y a, mettons, 5 hectares de vignes en bio, pendant 3 ans, à, en fait, 2 personnes. Ça s'est fait comme ça. Au début, on pensait que ça pouvait être une seule personne, et en fait, de facto, ça a été 2 personnes. Les premiers, c'était un couple, Hugo et Angela, et voilà, ils ont la responsabilité de faire les vignes, faire les vins, quelque part concevoir leurs étiquettes, développer leur commerce, et au bout de 3 ans, ils peuvent monter leur projet, aller voir des banques dans les yeux, leur dire voilà, pendant 3 ans, on a géré ça. Et donc, c'est une aventure humaine qui est géniale. Hugo et Angela, qui étaient très, très talentueux, ont décidé, alors que ce n'était pas leur projet au départ, de s'installer dans le Beaujolais, justement, sur Chéna. Ils ont créé un domaine qui s'appelle Obora. Et ils s'éclatent aujourd'hui. Et puis, la deuxième génération, elle est en place depuis un peu plus d'1 an. Elles s'appellent Thaïs et Juliette. Elles sont également super. Elles font un super travail. Et voilà, c'est la deuxième génération. Elles ont dessiné leurs propres étiquettes. Et je vous invite à ceux qui nous écoutent, à peut-être leur rendre visite. Et puis sinon, trouver leur vin. C'est un très très beau projet. Ah, c'est super.
Je trouve ça assez important en plus, parce que, bon, moi, notamment pour avoir un ami qui travaille à la SAFER, notamment dans le Beaujolais, tu vois. Euh, quand on parle ensemble, il me parle de cette problématique du nombre de domaines qui n'ont pas de repreneur aussi. Oui. Et donc, c'est un bon endroit aussi pour le faire, quoi, pour absolument, ce projet, quoi. Absolument. Non, le Beaujolais, pour ça, c'est une région extraordinaire. C'est aussi une région qui est en train de renaître. Bien sûr. Il y a énormément d'énergie, énormément de jeunes. Donc, c'est super. Donc, ça, c'est les jeunes pousses. Et puis, alors, Chinon, tu as mentionné Chinon. Alors, oui, quelque part, ça fait le lien avec le début de mon histoire, puisque... même si la vie est ainsi faite que en 2021 j'étais très très occupé avec Belargus et puis j'étais au moment où je préparais vraiment ma reconversion complète. Je cherchais pas du tout à acheter un deuxième domaine, sauf que ce fameux domaine dont je rêvais, le domaine de Beauséjour à Chinon, s'est retrouvé en vente parce qu'en fait le patriarche, qui était un homme assez extraordinaire, qui avait 80 ans à l'époque, venait de décéder. Et je savais que sa famille, pour le coup, ne voudrait pas garder. Et j'ai tout de suite senti que ça allait se vendre très très vite, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui tournaient autour depuis très longtemps. Et donc j'ai eu une question un peu fondamentale, à laquelle il a fallu que je réponde, avec ma femme, bien sûr. C'est-à-dire, voilà, c'est pas très raisonnable, mais est-ce que je peux laisser passer mon premier amour? Est-ce que je peux le laisser passer? Et puis probablement j'y repenserai toute ma vie. Et ben voilà. On a décidé d'y aller. Voilà. Donc j'ai réalisé quelque part ce premier rêve. Oui. C'est un domaine assez, de mon point de vue, assez extraordinaire, pour pas dire unique sur l'appellation. Il a été bâti par ce visionnaire, qui était un architecte, et qui a passé toute sa vie à constituer un ensemble foncier d'une centaine d'hectares, dans lequel il y a 50 hectares de forêt, 20 hectares de prairies, sur un des plus beaux coteaux de l'appellation, un coteau plein sud, entre Cravant et Panzou, avec une vue dégagée sur la vallée de la Vienne. Et en bordure de forêt, il y a des habitations troglodytes, il y a une maison de maître, il y a un chai qu'il a creusé lui-même dans la roche. Incroyable. Et il y a au milieu de coteau, il y a un petit corps de ferme du 18e qui est magnifique. Et donc ce lieu, il y a à peu près 25 hectares de vignes, avec des vieux Cabernet Franc plantés à la fin des années 60. Ok. Et voilà. Et donc ce lieu m'a toujours inspiré. Et maintenant, on s'est donné comme mission avec l'équipe que j'ai créée. Donc c'est une équipe dédiée, là aussi que des jeunes. Mon bras droit s'appelle Sarah. Et voilà, on est une équipe, je dirais, déterminée là aussi à essayer d'exprimer ce que le Cabernet a de mieux à exprimer sur un grand terroir. Alors là, pour le coup, on est sur des argilo-calcaires. Et voilà, avec une approche parcellaire aussi, ou un peu moins? Alors intra-parcellaire, c'est la première chose qu'on a fait, c'est une étude terroir. Oui. Donc, on a fait une étude ce qu'on appelle de conductimétrie, et puis ensuite on a fait 25 fosses pédologiques pour redécouper cette grande parcelle et comprendre les sous-terroirs. Et on a été d'ailleurs très surpris du résultat. On savait qu'il y avait une hétérogénéité parce qu'on la voyait, oui. Mais on ne pensait pas qu'elle était aussi grande. On a trouvé 15 faciès pédologiques différents. Ah oui. Vraiment en allant des sables, mais des sables version la plage, aux graves, aux argiles, des argiles blanches, des argiles plus lourdes, des silex, des argiles à silex, des calcaires blancs, de la craie, comme en Champagne, Okay. et puis sur tout le sommet du coteau et ce qu'on a sous la montagne, entre guillemets, ce qu'on appelle des falins, c'est-à-dire des millarges, des calcaires très récents. Okay. Voilà. Donc cette diversité, bien sûr, tout de suite, on a voulu la comprendre, donc on a redessiné le parcellaire. On a changé le matériel en cuverie pour pouvoir vinifier, faire des micro-vinifications. Ouais. Et en 2023, on a commencé, c'est notre deuxième millésime, on a fait 22 et 23. Ouais. En 23, on a fait 13 cuvées, en travaillant sur à peu près la moitié du domaine. Pour l'instant, l'autre moitié, on vend les raisins, on se concentre sur la moitié à peu près de la surface pour l'instant. Et on est parti dans cette idée d'exprimer, en tout cas au niveau des vinifications, tous ces sous-terroirs. De la viticulture, parce que bien sûr on a des vigueurs complètement différentes sur ces parcelles, etc. Et puis ensuite on se livrera dans quelques années, parce que je vais faire des élevages très longs, on se livrera un exercice d'assemblage, mais on le fera dans un deuxième temps. Pour l'instant, tout est vinifié à part et élevé à part. Et c'est assez bluffant là aussi de voir la différence. Moi qui ne suis pas le plus grand dégustateur, ça fait 2 fois là qu'on déguste le 2023 à l'aveugle. 2 fois que je trouve les parcelles, je dis voilà, là on est sur le sommet du coteau ici,
Là, on est sur les argiles. Là, et c'est pour que moi-même je trouve, c'est que les différences, elles doivent s'exprimer. Oui, c'est que ça parle. Voilà. Donc voilà, c'est le tout début d'une aventure. Il y a beaucoup de travail parce que cette propriété, je dirais, on va dire pudiquement que c'était une belle endormie. Donc il y a beaucoup de choses en cuverie, etc. Les vignes étaient plutôt en bon état, pour être honnête. Très bien entretenues même. Mais il y a quand même beaucoup de travail pour l'amener là où j'aimerais l'amener. Où c'est possible de l'amener, en tout cas. Voilà. Ouais. Donc je me donne au moins 10 ans pour, petit à petit, pierre par pierre, redonner du lustre à ce beau domaine et donc d'exprimer les Cabernets Francs sur le beau terroir de Chinon. Eh ben, on espère qu'on te reverra peut-être pour redéguster justement tout ça dans quelques années peut-être, mais avec ces Cabernets Francs et peut-être cette approche parcellaire pour en reparler. Eh ben, écoute, je te remercie Yvan pour ce moment qu'on a passé tous les deux. Merci à toi. J'aimerais finir avec une petite touche. Tu as dit que tu avais beaucoup de livres, beaucoup de bouquins qui t'ont beaucoup aidé. S'il y a un ou deux bouquins que tu dois juste citer rapidement pour nos auditeurs qui pourraient les aider, soit à découvrir par exemple la Loire, ou des connaissances. C'est intéressant parce que des bouquins sur la Loire, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Ok. Il y en a un qui est sorti il y a maintenant 1 an ou 2, qui a été commandité par l'Interprofession, qui est très bien. Sur la Loire, son titre exact m'échappe un peu, mais c'est la Loire, c'est le fleuve et ses vins ou quelque chose comme ça. C'est autour de. D'accord. Et il y a une dimension. L'auteur s'appelle Brouard. On retrouvera ça, on mettra le lien de toute façon. C'est un bouquin qui est à la fois très facile à lire. C'est pas du tout chiant. C'est bien imagé, c'est bien écrit et c'est quand même assez didactique sur le vignoble de Loire, son histoire notamment. Tu as mentionné Pascaline, voilà, c'est vraiment une référence. 1000 vignes, c'est vraiment un bouquin référence pour quiconque s'intéresse au vin, il faut quand même le mentionner. Et puis il y a un auteur que je veux volontiers mentionner, qui est devenu un ami au fil des années, qui s'appelle Jackie Rigaud. Jackie Rigaud, ça a été un des proches d'Henri Jaillet en Bourgogne. Et Jackie, qui est un Ligérien à l'origine, hein, il est du centre de la France, mais du côté de Pouilly. En fait, a passé l'essentiel de sa vie en Bourgogne, a beaucoup écrit sur la Bourgogne. Il a écrit beaucoup d'ouvrages. Et il a vraiment une vision qui dépasse la Bourgogne, on va dire qui transcende la Bourgogne, puisque lui, il est amoureux des vins de lieu. Et c'est un homme remarquable et qui a écrit beaucoup de choses. Je peux citer un de ses derniers livres qui s'appelle Le monde du vin aujourd'hui et qui parle justement de ces vins de lieu, mais pas que en Bourgogne, hein, parce que ça s'exprime en Alsace, ça s'exprime dans la Loire, ça s'exprime en Toscane, dans le Piémont, etc. Donc voilà. Merci pour ces ouvrages. Bonne lecture. Hein. Non, c'est sur cette touche du coup qu'on va finir l'épisode. Merci pour la dégustation, pour toutes ces précisions sur l'Anjou et puis on te souhaite le meilleur pour tes différents projets pour la suite. Et puis on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Merci de nous avoir écoutés. Ciao. Vous venez d'écouter ce podcast jusqu'au bout et pour cela, un grand merci. Si vous l'avez apprécié, pensez à le noter 5 étoiles sur votre plateforme et à le partager à vos proches. Cela nous aide beaucoup. Et surtout, si vous souhaitez bénéficier de tarifs de grands vignerons à petit prix, je vous invite à faire un tour sur le club Vini Daily. Car sans cela, le podcast n'existerait pas. À nouveau un grand merci et à bientôt pour une nouvelle rencontre.